Le SMS de ma mère est tombé, sans prévenir, comme un coup péré. Cette année, le réveillon de Noël, c'est juste avec les enfants sages. La tienne peut s'abstenir. Ma fille, Chloé, a vu mon visage se décomposer et le sien s'est aussitôt noyé de larmes. Je n'ai envoyé qu'une seule réponse, glaciale. Compris. J'ai annulé ma participation financière à l'événement. Au moment où je posais mon téléphone, leur conversation de groupe familial s'illuminait déjà de selfies et de toasts victorieux, dans l'ignorance la plus totale que le festin qu'ils attendaient n'arriverait jamais. Le texto est arrivé pendant que je pliais le linge. L'odeur banale du coton propre emplissait l'air. Un contraste saisissant avec la cruauté numérique qui venait de flasher sur mon écran, posé à côté de moi sur le sol. Ma fille Chloé était en train de découper avec soin des feuilles en papier pour l'arbre de la gratitude de son école. Elle en a brandi une, orange vif, la voix pleine d'une fierté innocente. « Je suis reconnaissante pour les sablés de mamie », a-t-elle annoncé. Puis ses yeux ont croisé les miens, et la lueur qui y brillait s'est éteinte. Elle avait vu. Sa première question fut un murmure à peine audible. « J'ai fait quelque chose de mal ?» La question fut suivie de sanglots étouffés, puis de ces respirations profondes et ces saccadés de pure souffrance que pousse un enfant quand il réalise pour la toute première fois que l'amour qu'on lui porte a des conditions. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Ça s'est durci. Ce n'était pas une colère chaude et passagère. C'était une compréhension froide, permanente, que l'illusion de ma famille venait de voler en éclats pour de bon. J'ai réconforté Chloé. Je l'ai enveloppée dans un plaid et je l'ai laissée pleurer jusqu'à ce que son petit corps soit épuisé. Je l'ai bordée dans son lit avec son film préféré et un grand bol de glace. Et puis, je suis allée dans mon bureau. Je ne leur ai pas répondu par des disputes ou des suppliques. Je me suis connectée à mes comptes en banque et j'ai démantelé systématiquement tout l'événement que je finançais. J'ai annulé la commande de la dinde bio de 10 kilos. J'ai liquidé le service du traiteur artisanal qui fournissait tous ces plats d'accompagnement dont ma mère se vantait. J'ai annulé la livraison des grands crus et des compositions florales que ma mère s'attribuait toujours le mérite d'avoir arrangées elle-même. À chaque clic de confirmation sur une annulation, leur conversation de groupe bourdonnait d'une vie insouciante. Un selfie de mon frère Benoît et de mon père, bière à la main, tout sourire. Une vidéo en boomerang de ma mère trinquant avec sa femme, suivie de cette légende cruelle. À la famille qui sait se tenir. J'ai simplement laissé mon téléphone en silencieux et je les ai laissés profiter de leur illusion. Ce n'était pas une rupture soudaine. C'était l'effondrement final et frémissant d'une structure que j'avais passé ma vie entière à essayer de maintenir debout. Pendant des années, j'avais justifié leur comportement, trouvé des excuses à la cruauté désinvolte qu'ils adressaient à ma fille. Je me disais que c'était leur façon d'être, qu'ils ne le pensaient pas, que la famille c'était compliqué. Mais en y repensant, l'épreuve formait une longue traînée de négligence délibérée et constante. Il y avait les anniversaires de Chloé, oubliés, qui semblaient toujours leur échapper jusqu'à ce que j'envoie un rappel passif-agressif. Il y avait le contraste flagrant entre les cadeaux chers et élaborés qu'ils achetaient pour les enfants de Benoît, console de jeu, vêtements de marque, et la carte cadeau de 10 € que Chloé recevait systématiquement dans une enveloppe banale achetée au supermarché. Le plus révélateur était ce surnom déshumanisant qu'il lui donnait, chuchoté quand il pensait que je n'entendais pas. La petite. Comme si même son prénom était un effort de trop. Pendant des années, j'avais toléré, croyant que maintenir la paix était mon devoir de fille. Mais en voyant les larmes de Chloé, j'ai eu une réalisation terrifiante. Ma tolérance, ce n'était pas pour maintenir la paix, c'était de la complicité. En acceptant leur comportement, j'apprenais à ma fille que ce genre d'amour conditionnel, transactionnel, était acceptable. Je lui apprenais qu'elle devait mériter sa place à la table de sa propre famille. Et je préférerais brûler le monde entier plutôt que de la laisser apprendre cette leçon. Le lundi suivant ce Noël qui n'a jamais eu lieu fut un siège coordonné. Plusieurs appels de Benoît, puis de mon père, puis de ma mère. Tous ignorés alors que j'étais en réunion avec un client. Ce soir-là, un message vocal de ma mère a finalement réussi à passer. Sa voix était fatiguée, fluette. Une masterclass d'agression passive. « Amélie, ma chérie, commença-t-elle, on a un souci avec la banque. On aurait juste besoin d'un petit coup de main temporaire, un petit problème avec le crédit immobilier. » Je savais exactement de quoi il s'agissait. 3 mois plus tôt,
Une lettre m'était parvenue par erreur, révélant qu'il s'était porté garant pour un prêt auto de mon frère Benoît. La dette, 25 000 euros, était pour sa nouvelle berline allemande, et ils avaient mis leur maison en garantie. L'avis de saisie de la banque était sans détour. La dette devait être réglée sous 30 jours, ou ils perdraient la maison. Pendant un instant, la vieille part de moi, obéissante, a senti l'attraction familière de l'obligation. C'était la maison où j'avais grandi, l'endroit où j'avais appris à faire du vélo et à me cacher des monstres sous le lit. Alors, contre toute attente, je leur ai donné une dernière chance. J'ai viré la somme totale directement à l'organisme de crédit. Je ne leur ai rien dit. Je les ai laissés mariner quelques jours de plus jusqu'à ce que la banque retire officiellement l'avis. Leur appel suivant était dégoulinant de gratitude mielleuse. Ma mère, folle de joie, a proposé un traité de paix, une sortie shopping, spéciale Chloé. Ce n'était pas des excuses. C'était une récompense transactionnelle pour ma docilité. Et j'ai été assez stupide pour y croire. Chloé était surexcitée pour cette sortie. Elle a insisté pour mettre ses bottines à paillettes, même si elle lui donnait des ampoules. Elle est restée plantée devant la fenêtre pendant 1 heure, un petit sac contenant son argent de poche à la main, prête à partir. Mon instinct me hurlait d'annuler, mais je l'ai laissée y aller, en espérant, en priant que je me trompais. 4 heures plus tard, elle est revenue. Elle a marché droit vers sa chambre sans un mot et a fermé la porte. Ma mère a bredouillé quelque chose sur le centre commercial bondé et est partie avant que je puisse poser la moindre question. Plus tard, j'ai trouvé Chloé pleurant en silence dans son oreiller, dans sa main un minuscule porte-clés en forme de bonhomme de neige, la seule chose qu'il lui avait achetée. Elle a fini par me raconter ce qui s'était passé. Ils ne l'avaient pas emmenée faire du shopping pour elle. Ils l'avaient emmenée avec eux pendant qu'ils achetaient que les cadeaux de Noël pour les enfants de Benoît. Chloé les a regardés choisir des jouets, des vêtements, un bracelet en or. Quand elle a timidement demandé si elle pouvait avoir une petite poupée, elle a entendu ma mère dire à mon père « On a déjà assez dépensé pour les vrais petits-enfants ». Le coup de poignard émotionnel. Quelques semaines plus tard, mon père a appelé, demandant quelques milliers d'euros pour régler les amendes de Benoît. Il a plaisanté en disant que je devrais considérer ça comme un héritage anticipé. Ce fut le point de rupture final. J'ai cessé de penser en fille. Je suis devenue la consultante qu'il voyait en moi. Et j'ai fait ce que je fais pour mes clients. J'ai enquêté. J'ai mené une vérification financière et personnelle complète sur mes propres parents. J'ai consulté les registres publics. Ce n'était pas de l'espionnage, c'était un audit professionnel. Et j'ai trouvé, ils n'avaient pas seulement des dettes, ils avaient une deuxième hypothèque secrète sur la maison. Elle était endettée jusqu'au point de rupture. Ils n'étaient pas seulement cruels, ils étaient financièrement catastrophiques. Et depuis le début, ils me préparaient à devenir leur prochaine ligne de crédit. Quand mon père a rappelé pour supplier, ma réponse fut d'une finalité froide et absolue. Pas de « je vais y réfléchir », pas de « on en reparle plus tard ». Juste « non ». Il en est resté muet de stupeur, puis il a balbutié. « Mais on est une famille, Amélie, on ne tourne pas le dos à sa famille ». Je lui ai demandé calmement, ma voix parfaitement égale. « Et Chloé, elle compte comme faisant partie de la famille ?» Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Il s'est étiré pendant 5, 10, 15 secondes. Il ne pouvait pas répondre. Il n'a pas répondu. Ce silence était ma réponse. Le lendemain, ma mère a envoyé son dernier texto venimeux. « On a toujours su que tu nous ferais payer de ne pas aimer ton erreur. » Voilà, le mot qu'ils avaient pensé mais jamais osé prononcer. Le mot qui expliquait chaque anniversaire oublié, chaque cadeau au rabais, chaque insulte chuchotée. Ce n'était plus une insulte, c'était un aveu. C'était le crime émotionnel qui annulait chaque contrat tacite de notre relation. Pour la première fois de ma vie, sans hésitation, je les ai bloqués. Ma mère, mon père, mon frère Benoît et sa femme. Chaque numéro de téléphone, chaque profil sur les réseaux sociaux. Je les ai excisés de ma vie, chirurgicalement. Cette fois, ce n'était pas une pause, c'était une amputation. Les semaines qui ont suivi furent un dernier siège désespéré contre mes nouvelles murailles. Un message vocal culpabilisant d'une tante à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Un email de 3 mots de Benoît. On a besoin d'aide. Une lettre manuscrite de 5 pages de ma mère, remplie d'excuses déguisées en apologie, blâmant son comportement sur le stress et disant qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour créer un lien avec Chloé. Je les ai tous supprimés sans la moindre hésitation. Puis,
3 semaines avant la vente aux enchères de la maison, ils sont apparus sur le pas de ma porte. Je les ai vus à travers le Judas, ma mère serrant un dossier de documents, mon père l'air hagard et vaincu. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai laissé la chaîne de sécurité et j'ai entr'ouvert, juste assez pour les voir, à travers l'ouverture. Cette porte entr'ouverte était une métaphore parfaite. Ils étaient dehors, regardant à l'intérieur, incapables de m'atteindre, moi ou ma fille. Avant qu'ils ne puissent se lancer dans leur discours préparé, j'ai rendu mon verdict. Ma voix était calme et stable, comme celle d'une PDG présentant un rapport trimestriel final. Vous étiez prêts à laisser ma fille se sentir comme une moins que rien pour continuer à jouer à la famille parfaite, ai-je déclaré. Je vous ai donné toutes les chances, j'ai payé vos dettes et vous avez utilisé chaque euro que je vous ai donné pour blesser la seule personne qui ne vous a jamais rien fait. Il n'y a eu aucun argument. Il savait que c'était vrai. Le visage de ma mère s'est décomposé et dans un dernier plaidoyer pathétique, elle a demandé « pour qu'elle ne nous oublie pas ». Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oh, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion, vous avez tout fait pour qu'elle ne vous oublie jamais. » Puis j'ai refermé la porte. Le déclic du verrou fut le son final. La maison a été vendue 19 jours plus tard. Ils ont emménagé chez Benoît. Il avait toujours été leur préféré. Maintenant, il pouvait être leur bouée de sauvetage. Chloé et moi n'avons plus jamais parlé d'eux. Notre vie s'est définie par une nouvelle sorte de tranquillité, une paix méritée, bâtie sur de petits rituels joyeux. On faisait des spaghettis le mardi. On mettait un surplus de chantilly sur des brownies du supermarché. On veillait trop tard les soirs d'école pour regarder de vieux films, enroulés dans le même plaid sur le canapé. C'était notre nouvelle fondation, solide et réelle, construite sur le respect mutuel et l'amour inconditionnel. J'apprends à ma fille une leçon que j'ai dû apprendre à la dure. On ne garde pas les gens dans nos vies juste parce qu'on partage le même ADN. L'amour, ça se prouve. Ça ne se doit pas. Pour la première fois, je n'ai pas seulement fermé la porte à la douleur de mon passé. Je l'ai verrouillée à double tour et j'ai jeté la clé. La vraie paix, ce n'est pas le pardon. Parfois, c'est de choisir qui a le droit d'accéder à votre cœur. Avez-vous déjà eu à faire un choix pareil? Partagez votre histoire dans les commentaires.